Je commence d'abord par M. Jean-Pascal Kwame, qui est professeur titulaire en sciences du langage, en sciences socio-linguistiques et didactique des langues. Il est par ailleurs directeur de l'Institut de linguistique appliquée. Professeur Jean-Pascal Kwame est avec nous, nous allons lui dire à quoi va. Le second conférencier est la cheville ouvrière du Centre de développement professionnel, donc M. François Clausel est avec nous. Il est le directeur du Centre de développement professionnel. Alors, permettez-moi donc de vous dire que ces deux conférenciers ont quelque chose en commun. Ils sont enseignants, ils sont formateurs et directeurs d'institutions de formation. C'est donc à travers ces différentes casquettes qu'ils vont prendre la parole cette nuit, ce soir donc, pour nous entretenir sur la thématique que vous voyez affichée là. Mesdames et messieurs, Abidjan va dire à quoi pas et il va les encourager parce que dans un instant le mercure va monter, on va les encourager. Merci. Messieurs, bonne conférence à vous. Merci Ernest. Merci Ernest. Merci, bonsoir à tous. Donc le thème de la soirée, c'est renouer avec sa culture, mais aussi nouer des liens avec les autres cultures. Voilà ce que peuvent essayer de faire chaque jour dans les classes les enseignants. Qu'ils soient enseignants dans un établissement français, dans un établissement international ou dans un établissement ivoirien. Chercher à inscrire les connaissances dans une perspective interculturelle partant du local pour mieux appréhender l'universel, voilà tout l'enjeu de cette conférence et de la contextualisation au sein de nos classes. Mais commençons d'abord par une petite devinette. De quoi s'agit-il ? Monsieur. Pardon ? Une rencontre. Effectivement. La rencontre de deux peuples, absolument. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Bravo, monsieur Zéziger. C'était en 1492. Cette année-là, deux événements majeurs au même moment. Monsieur nous a donné le premier. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Pourtant, il s'est produit un événement tout aussi majeur au même moment. Est-ce que l'un d'entre vous sait lequel ? Bon, on va pas... Oui, monsieur. Monsieur est un peu taquin parce qu'il connaissait la réponse à l'avance. Effectivement, simultanément et sur le même continent, les Amérindiens ont découvert Christophe Colomb. Mais ce deuxième événement est totalement ignoré du monde entier. Ce que retient le monde, c'est le premier. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Le fait que les Amérindiens aient découvert un homme descendant d'un bateau un peu égaré parce que ce n'est pas vraiment ce qu'ils cherchaient, ça, le monde entier s'en moque. Ce qui compte aux yeux du monde, c'est que Christophe Colomb ait découvert l'Amérique. Alors, est-ce qu'on parle du monde ou est-ce qu'on parle d'une certaine partie du monde ? Est-ce qu'on ne parlerait pas de l'Occident, de l'Europe ? Christophe Colomb est européen. Est-ce que l'Europe n'a pas cette image-là de Christophe Colomb qui aurait, à lui tout seul, découvert l'Amérique ? Pourtant, c'est un continent sur lequel des peuples millénaires vivaient avec des cultures immenses. Pourtant, c'est lui qui découvrit l'Amérique en 1492. C'est en tout cas ce qu'apprennent les élèves français dans les établissements en France.
J'ai été élève il y a longtemps et j'ai appris que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. C'est ce qu'apprennent les élèves dans les lycées français également, répartis dans le monde. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Ce que ça montre, c'est que l'on voit souvent les choses d'un même prisme, d'un même côté, du même côté de la barrière, du même côté de l'estrade. Cela fait réfléchir au fait que ce sont souvent les mêmes qui pensent et les mêmes qui imposent une forme de pensée qui va se répartir dans le monde entier. Il est probable qu'ici, dans notre établissement, lorsque le programme d'histoire en vient 1492, eh bien Christophe Colomb découvre l'Amérique. Partant de ce constat, à quoi ressemble le monde pour les élèves français, qu'ils soient en France, pour les élèves des lycées français, qu'ils soient français, libanais, ivoiriens ou de toute autre nationalité? Des établissements français internationaux, il y en a de nombreux, et monsieur le proviseur l'a dit tout à l'heure, ils accueillent un grand nombre de nationalités. Il a dit plus de 50 nationalités au lycée international Jean Mermoz. Et il a ajouté, si l'on compte les binationaux, nous passons à plus de 60 nationalités présentes dans l'établissement. Avec un enjeu, la nécessité d'une ouverture sur le monde, de la découverte de cultures étrangères, de la culture des 5 continents. Et c'est ce brassage des cultures, cette compréhension de l'autre, qui va créer l'altérité. Ça, c'est Mermoz, mais Mermoz n'est pas le seul établissement français, bien évidemment. Nous en comptons 530. 530 établissements français répartis dans le monde entier, dans plus de 140 pays, étalés sur les 5 continents. Point commun entre l'ensemble de ces établissements, qui sont constitués en réseau, un programme commun, un programme unique, ce sont les programmes de l'éducation nationale française. Ces plus de 500 établissements sont homologués. Ils sont homologués parce qu'ils respectent les programmes français et qu'ils enseignent à tous leurs élèves les programmes français. C'est ce qui fait leur lien, c'est ce qui rend ces établissements réseau et qui en fait un réseau unique au monde. Formidable. Bien, alors qu'enseigne-t-on dans ces établissements-là? On va prendre un exemple en partant de la base, c'est-à-dire de l'accueil des tout-petits. Nous scolarisons les élèves dans les établissements français depuis l'âge de 2 ans. Souvent 3, mais on peut les accueillir dès 2 ans. Lorsqu'ils arrivent dans nos établissements, à l'âge de 2 ans ou de 3 ans, ils vont découvrir la culture à travers notamment la littérature de jeunesse. Alors, ça peut être comme toi, cette petite fille, ou bien la maîtresse, ou bien Roule ma poule, ou encore Choupi qui rentre à l'école, comme les copains, comme Léon. Ça peut être le bonhomme de neige, ouverture à la culture, mais ouverture également à un monde différent, celui de saisons comme celle-ci. Oui, il neige quelque part dans le monde, là-haut, tout là-haut, en Europe du Nord. Petit lapin blanc, l'automne arrive, on va étudier les saisons en maternelle. Vous les connaissez, les saisons, il y en a 4. Été, printemps, été, automne, hiver. Moi, c'est ce que j'ai appris, et figurez-vous que j'ai toujours pensé que c'était comme ça pour tout le monde. 4 saisons. L'arbre et l'hiver. À partir du mois d'octobre, les feuilles tombent. Et roule-galette. Alors roule-galette, il est indispensable parce que roule-galette, il existe dans toutes les écoles maternelles du monde, françaises, de France et des établissements internationaux. Et mieux que ça, lorsqu'on fait des formations et que l'on veut former les enseignants, eh bien, on utilise roule-galette. Donc, lorsqu'avec M. Zéziger, qui a toutes les bonnes réponses, nous partons en formation au Togo, on prend des exemples de roule-galette. Eh bien, on verra un peu plus loin que ça ne parle pas toujours à tout le monde. La galette, la fève, la frangipane, on découvre dans le regard des enseignants, qui eux devraient découvrir dans le regard des enfants, que la frangipane, ce n'est pas universel. Une fois qu'on a passé la maternelle, on entre à l'école élémentaire et on continue d'acquérir une culture du patrimoine européen. Tout le monde connaîtra donc le Petit Poucet.
Sauf probablement si vous posez la question à un petit élève ivoirien, le petit poucet ne faisant pas partie de sa culture. Tout le monde connaîtra également Barbe Bleue, sauf éventuellement le petit élève ivoirien. Et tout le monde, évidemment, connaît Cendrillon, sauf peut-être, et Blanche-Neige. Patrimoine culturel immense, constitué exclusivement d'auteurs européens. Mais alors, pour reprendre la thématique du Café des Savoirs, quelle résonance rencontrera l'élève ivoirien, libanais, ghanéen, etc., lorsqu'il sera confronté au petit poucet, à Barbe Bleue, à Cendrillon ou à Blanche-Neige, s'il n'a pas été préalablement confronté à des œuvres de son propre patrimoine, de sa propre culture. De quelle manière cela peut-il résonner? L'éducation interculturelle a pour objectif une meilleure compréhension et communication entre des populations porteuses de références culturelles différentes pour développer mutuellement des attitudes positives les uns à l'égard des autres. Formidable. Formidable, mais si nous n'éduquons nos élèves que sur un seul pan de la culture, certes, nous leur ouvrons un regard sur le monde, mais peuvent-ils s'appuyer solidement sur leur jarret s'ils n'ont pas acquis au préalable des éléments solides de leur propre culture? La petite sirène, on ne l'oublie pas, elle fait partie du pack que doit connaître un élève dans les établissements en France et dans les établissements français. Culture, du patrimoine, des contes, etc. La petite sirène, c'est un conte danois qui a été écrit il y a plusieurs siècles par Hans Christian Andersen. Elle a été popularisée. Peut-être n'était-ce qu'un élément européen de patrimoine au départ, mais peut-être est-elle plus connue dans le monde désormais, plus connue que le petit poucet, grâce à qui? Grâce à Disney. Disney a le mérite de populariser dans le monde des œuvres qui très souvent font partie du patrimoine européen. Donc, on va dire que Disney réalise une bonne action puisqu'il ouvre culturellement au monde un petit pan de la culture européenne. Et parfois, Disney va même très très loin, trop loin pour certains. En 2022, cette année, Disney a remis le couvert sur la petite sirène en proposant cette fois-ci un film. Mais il a proposé, pour jouer le rôle de la petite sirène, une actrice noire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a suscité quelques remous. Cette œuvre du patrimoine européen au départ, puis américain ensuite, est-ce qu'elle résonne? Au départ, lorsque la petite sirène est écrite, qu'on la raconte en classe, qu'on la fait lire aux élèves, résonne-t-elle pour un élève ivoirien? Ce n'est pas tout à fait sûr. Est-ce que vous avez croisé la photo de cette petite fille? Croisez donc son regard. Que lui arrive-t-il? C'est une capture d'écran, une photographie prise par un papa ou une maman de cette petite fille lorsqu'elle découvre sur l'écran la petite sirène noire. Que lui arrive-t-il? Ça résonne. Ça résonne très fort en elle. Résonner. Ça vient du latin résonare. Et ça veut dire renvoyer les sons, retentir, faire un écho, faire retentir. Qu'est-ce qui fait écho pour cette petite fille? Qu'est-ce qui résonne là? Probablement l'immense fierté de rencontrer sur l'écran une héroïne qui lui ressemble très fortement. Ce que ne proposait pas la petite sirène à l'origine, pas plus que Blanche-Neige, pas plus que Cendrillon.
Alors, est-ce à dire qu'on ne doit pas étudier dans les classes maternelles Cendrillon, Blanche-Neige, Le Petit Poucet, etc. Je n'ai jamais dit ça, et si vous le dites, je dirais que je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas mon propos. Mon propos est de dire qu'on doit marcher sur deux jambes. Cette petite fille, cela résonne, elle vient de découvrir qu'elle peut s'identifier à une héroïne. Jusque-là, il semblerait qu'on lui en proposait très, très, très peu. Donc, Disney fait le job. La question est de savoir si nous, établissements français à l'étranger, établissements internationaux, nous faisons le job. Alors, pour répondre à la question, on va raisonner. Mais l'autre, celui qui s'écrit RAI, et qui, dans son sens moderne, correspond à faire usage de sa raison pour former des jugements et apprécier des situations. Alors, apprécions la situation de là où nous sommes, de notre position, du lycée international Jean Mermoz. Qu'est-ce donc que ce lycée, monsieur le proviseur? C'est un lycée à programme français. Vous m'interrompez si je me trompe. Il est homologué par le ministère de l'Éducation nationale français. C'est un lycée international. On l'a dit, il compte plus de 60 nationalités. C'est un lycée qui appartient à une association, la Mission laïque française. La Mission laïque française est une association plus que centenaire. Elle a 120 ans. Elle a été créée par Pierre Deschamps en 1902. Pierre Deschamps, qui était professeur à l'étranger, professeur français à l'étranger, avait une vision, celle d'amener les populations locales à se perfectionner elles-mêmes et non d'aller contre leur nature en tentant de les assimiler. Le propos est un peu daté, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. Pierre Deschamps, le voici, a ajouté « On a cherché à dominer les peuples colonisés, les assimiler, au lieu de les aider à se développer dans le sens de leur évolution propre. Plus de compréhension et d'amour aurait obtenu de tout autre résultat. » Sur ces mots-là, il crée cette association qui compte aujourd'hui plus de 100 établissements dans le monde, la Mission laïque française, avec un adage, 2 cultures et 3 langues. 2 cultures, celle du pays d'accueil et celle de la France, bien évidemment. 3 langues, celle du pays d'accueil, et Jean Martial aura l'occasion de revenir là-dessus, puisque dans notre cas, il s'agirait de langues ivoiriennes, le français et l'anglais en 3e, qui est la langue internationale. Alors, qui s'imprègne dans nos établissements de ces 2 cultures, de ces 3 langues? Élargissons un peu le spectre. Lorsque je parle de Jean Mermoz à Abidjan, je ne dois pas oublier qu'il est entouré de 11 autres établissements français, il y en a 12, essentiellement des établissements AEFE et quelques établissements de la Mission laïque française. Ces 12 établissements scolarisent 10 000 élèves, dont une partie d'élèves ivoiriens. Ça fait peu au regard du nombre d'élèves ivoiriens scolarisés dans le public ou le privé ivoirien. C'est peu, mais c'est beaucoup à la fois, puisqu'on a tendance à dire parfois que dans les lycées français ou les lycées internationaux, nous formons une partie des élites de ce pays qui les représentera plus tard en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'étranger. Donc ce que nous leur enseignons ici a un impact fort sur ce que devient ensuite le pays. 2 cultures et 3 langues, mais un paradoxe. J'ai dit tout à l'heure que pour être un établissement français, il faut être homologué par le ministère de l'Éducation, qui vérifie une chose, l'application des programmes français. Programme du cycle 1 en maternelle, programme du cycle 2 en CP, C1, CE2, programme du cycle 3 en CM1, CM2, 6e, programme du cycle 4 en 5e, 4e, 3e. Et j'aurais pu ajouter programme du cycle terminal, seconde, première et terminale. Ces programmes sont des programmes français qui parlent essentiellement de la France. On ne va pas le leur reprocher, ce sont des programmes français. Prenons le programme du cycle 4 et concentrons-nous sur une discipline, ou 2 plutôt,
programme d'histoire et de géographie. On va partir sur les classes de 5e, 4e et 3e, c'est-à-dire le cycle 4. Dans les programmes de ces 3 années scolaires, le nombre d'occurrences pour les mots suivants est, pour le mot Europe, nous le trouvons à 58 reprises dans les programmes. Pour le mot européen ou européenne, 28 fois. Pour le mot France, 29. Pour le mot français, française, 125 fois. Si nous mettons en parallèle ces occurrences avec celles du mot Afrique, on ne va le trouver que 5 fois. Africain, africaine, 2. Côte d'Ivoire, 0. Ivoirien, ivoirienne, 0. Il ne s'agit pas de reprocher à des programmes français de ne pas évoquer le continent Afrique. Ce n'est pas l'idée. Si j'avais tapé Amérique ou Asie, j'aurais très probablement eu les mêmes résultats, ce qui est bien naturel venant de programmes français. Maintenant, je répète, nous nous situons non pas en France dans un établissement français, mais à l'étranger dans un établissement français de l'étranger. Nous devons prendre en compte cette spécificité puisque nous sommes dans un contexte différent de celui de Clermont-Ferrand. Alors, si on se concentre sur les occurrences du mot Afrique ou africain, il y en avait 7, 5 plus 2. On le retrouve 6 fois en géographie. L'Afrique est abordée à partir de 2 études de cas, puissance émergente, on met en perspective les États-Unis, l'Europe, la question démographique, etc., etc. Rien de particulier sur ces entrées sur la géographie. Pour le programme d'histoire, nous n'allons le retrouver qu'une seule fois sur 3 années de scolarité des élèves français ou des élèves dans les établissements français de l'étranger, une seule fois pour 3 années, pour nous dire que le développement de la traite atlantique en lien avec les traites négrières en Afrique et l'essor de l'esclavage dans les colonies. Donc, si nous nous arrêtons au programme français, c'est à travers ça, cette phrase, que l'on va traiter du continent africain dans les programmes. Donc, quel regard peut avoir l'élève lorsqu'il traite le continent à partir de cette entrée-là? Quel regard peut avoir l'élève ivoirien s'il traite l'Afrique, son continent, à travers ce prisme-là? Alors, heureusement, nous avons bien conscience que les établissements français à l'étranger ont des particularités et que nous devons en tenir compte. C'est la raison pour laquelle je prends l'exemple de l'établissement que je connais le mieux, le lycée international Jean Mermoz. Monsieur le proviseur m'a confié le projet d'adaptation des nouveaux programmes d'histoire-géographie au contexte africain et ivoirien. Énorme travail qui a été mis en place au lycée Mermoz à partir de 2015, il me semble. Et rendons hommage au professeur Christian Bouquet, en partie, c'est bien ça, qui a accompagné les professeurs pour écrire des dizaines de pages pour contextualiser le programme d'histoire et de géographie à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique de manière générale. Ce document parle de la fin du cycle 3, cycle 4, de la 6e à la 3e. Il existe un document équivalent pour les classes du lycée et du primaire. Donc, sur l'histoire et la géographie, le prisme est complet du primaire jusqu'au secondaire. Un exemple, une note d'abord, qui va faire le lien avec le propos de Jean Martial, qui va prendre la suite. Au regard de l'intérêt qu'il accorde à l'étude des civilisations humaines, l'enseignement de l'histoire est intrinsèquement matière à interculturalité et reste avec celui des langues l'un des principaux piliers de l'interculturel en éducation. Il est donc évidemment prioritaire de traiter l'histoire de manière particulière et d'avoir un abord contextualisé la concernant. Donc, un exemple, alors j'ai caché, parce que monsieur le proviseur préfère garder ça secret, c'est un énorme travail qui a été réalisé ici à Mermoz, mais tout de même vous dire un exemple. Thème du programme français, chapitre 1, les sociétés face au risque. Contextualisation possible, les populations d'Abidjan face aux effets néfastes des déchets toxiques du Probo Koala. Voilà ce que peuvent étudier nos élèves en 5e, 4e, 3e lorsqu'on fait référence aux sociétés face au risque. Lorsqu'on fait référence aux ressources majeures sous pression, tension, gestion,
Là, on va pouvoir parler de la pression sur les milieux naturels ivoiriens face à la culture de l'EVA et du cacao, préservation de nos milieux naturels en Côte d'Ivoire, le parc national du Banco à Abidjan ou les parcs et réserves en Côte d'Ivoire. Parc national du Banco dans lesquels se rendent nos classes pour étudier directement sur place certains éléments de la forêt du Banco, de Bassam, etc. Donc, sur ce sujet-là, oui, nous contextualisons. Ce que nous verrons ensuite, c'est si cet énorme travail qui est fait en histoire et géographie, nous pouvons l'adapter dans les autres disciplines scolaires que sont littérature, mathématiques, etc. Mais avant d'aborder ce thème, je vais laisser la parole à Jean Martial, parce que cette question de la contextualisation, étonnamment, elle est de pleine actualité non seulement pour les établissements français de l'étranger, mais elle l'est également pour les établissements ivoiriens en Côte d'Ivoire. Merci François. En bas. C'est bien compris. Tout en vous adressant mes salutations et mes remerciements, je voudrais dire que le propos de François est superposable à certaines observations qu'on a pu faire au niveau des dispositifs éducatifs ivoiriens. Donc avant de continuer, permettez-moi d'ouvrir, j'allais dire, ma communication sur les mots de Philippe Blanchier, donc un sociolinguiste et didacticien français. Voilà ce qu'il écrit. Si les compétences linguistiques se traduisent par des compétences à entrer en relation avec, à réaliser des actes de langage, à co-construire des significations, alors l'apprentissage de la prise en compte des contextes en est un élément capital. Et si la situation de classe est un lieu essentiel d'appropriation durable, consciente et transférable de ces compétences, les caractéristiques de ce contexte et leur prise en compte pour enseigner, pour apprendre, pour valider les apprentissages et pour communiquer deviennent primordiales. J'ouvrirai donc sur le contexte. La Côte d'Ivoire, comme nombre de pays africains francophones, font face à un échec scolaire saisissant, très important. Et pour trouver des solutions à cette situation, en 2003, se sont réunis à Libreville des acteurs des systèmes éducatifs africains. C'est ce qu'on a appelé donc, les États généraux de l'enseignement du français en Afrique subsaharienne francophone. Les objectifs, c'était d'apporter un nouveau souffle au système éducatif, comme je le disais, et il y avait beaucoup d'attentes par rapport à, j'allais dire, à cette rencontre-là. Mais 20 ans après, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la situation n'a pas changé du tout. Les effectifs pléthoriques, la surpopulation des classes a annihilé, par exemple, tous les efforts qui ont été consentis. On note, par exemple, l'absence de politique affirmée en faveur, par exemple, de la diversité linguistique, donc la non prise en compte donc, de cette situation qui est souvent très prégnante en Afrique. On note également que tous les pays qui devraient travailler ensemble sur ces questions pour trouver des solutions ne le font pas. Donc il y a une timide coopération entre les pays qui partagent pourtant les mêmes difficultés. On note par exemple également qu'on a un plaquage des dispositifs éducatifs. Donc quand vous regardez très souvent les programmes, les cadres curriculaires, d'orientation curriculaire, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, ça vient des pays occidentaux. On se rend compte également de l'influence toujours marquée des pays occidentaux sur les systèmes éducatifs, parce que la plupart du temps, ce sont ces pays-là qui, j'allais dire, sont les bailleurs des systèmes éducatifs en Afrique. Il y a aussi que dans le paysage, j'allais dire linguistique, il y a la naissance de variétés locales de français qui font leur entrée dans la classe, mais qui ne sont pas prises en compte véritablement par les systèmes éducatifs
Donc voilà plus ou moins un certain nombre de constats qui sont faits qui, d'une certaine façon, ont un impact saisissant sur les systèmes éducatifs en Afrique. Si, je dis donc, si toute situation scolaire est mise en présence des élèves et du maître dans une situation sociale instituée, la rencontre ne se réalise pas nécessairement. Ce qu'il y a, c'est que j'ai été voir un peu ce qui se passe dans le cadre d'orientation curriculaire et je note qu'il y a un manque de coordination au niveau des missions et des finalités de l'école. Donc il y a, quand vous regardez par exemple ce qu'on attend de l'école et puis vous voyez ce qui se passe sur le terrain, il n'y a pas de résonance, j'allais dire. Prenons par exemple l'enseignement primaire, les finalités de l'enseignement préscolaire. Voilà ce qui est dit. Le développement global et harmonieux de l'enfant en relation avec son environnement au plan intellectuel et moral. Ça ne parle pas parce que quand vous allez voir des enfants qui sont par exemple dans des zones rurales, dont les langues ne sont pas prises en compte, est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de développement harmonieux? Ce n'est pas possible. On a par exemple la socialisation permettant à l'enfant d'établir des relations avec les autres. Est-ce qu'on peut parler de socialisation quand l'enfant est privé de ses premières ressources qui peuvent lui permettre d'entrer dans l'apprentissage? On parle de la préparation de l'enfant à l'accès au cycle intermédiaire des apprentissages. Ce n'est pas possible. Quand on regarde par exemple également au niveau de l'enseignement primaire, on parle de l'intégration de l'enfant dans son environnement social. Allez voir ce qui se passe dans les classes, allez voir par exemple les programmes. Est-ce qu'on peut se permettre de parler d'intégration de l'enfant? On parle de formation morale, civique et culturelle. J'ai été voir dans les manuels, j'ai été voir dans des classes avec mon équipe, mais l'enseignant fait comme si l'enfant n'est pas issu d'une culture. Il ignore carrément ce que des éléments. Tout à l'heure, on a cité l'exemple de la France, où au moins quelques apprenants, je vais dire, vont voir des éléments de leur culture apparaître dans les apprentissages, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, par exemple, au sein des systèmes. Donc, on ne peut pas dire à ce moment-là que l'enfant est préparé pour pouvoir accéder au second degré de l'éducation de base. J'ai essayé de voir aussi, je suis allé un peu plus vite, donc dans l'enseignement secondaire, on parle d'ouverture sur d'autres cultures. Mais quand l'enfant ne sait rien de sa culture, comment il va s'ouvrir sur d'autres cultures? On parle de pré-spécialisation pour que l'enfant, par exemple, puisse avoir un emploi. Mais même à l'université, on parle, ça c'est du secondaire, même à l'université. Cette question même de spécialisation n'existe pas. À plus forte raison, j'allais dire, au secondaire. Donc, on est là dans des objectifs qui sont louables, mais qui ne sont pas réalistes, j'allais dire. Donc, je disais, donc, on ne peut pas parler de socialisation, on ne peut pas non plus parler d'intégration de l'enfant, par exemple, dans son environnement. J'ai été voir aussi dans les programmes, on va voir ce que les programmes nous disent, des programmes du secondaire, de la discipline du français. Donc, en Côte d'Ivoire, le français est à la fois outil de communication et on parle de maîtrise de la langue française. Maîtrise de la langue française. Ce n'est pas possible. On nous dit ainsi, l'apprentissage du français permet-il à l'élève de s'approprier le sens d'un message écrit ou oral et de produire un discours en parfaite adéquation avec la situation de communication à laquelle il est confronté. Je suis enseignant d'université, je lis des copies et des devoirs tout le temps. Vous finissez de lire, par exemple, des devoirs, vous avez de fortes migraines. Donc là, j'allais dire, ce n'est pas des objectifs qui sont réalistes. Le profil de sortie, c'est la même chose, la maîtrise orale et écrite de la langue française en tant qu'outil de communication pour la communication orale, pour la communication par écrit, pour tout type de test. Ça pose un véritable problème. On se rend compte qu'on est vraiment dans une situation où les enfants ne peuvent pas atteindre, j'allais dire, cette maîtrise de l'oral ou de l'écrit. Dans les programmes d'AEC, donc activités d'expression et de création, on nous parle de donner des informations sur des faits culturels à l'enfant de son milieu, mais ce n'est pas le cas.
Vous prenez les ouvrages, vous prenez par exemple les leçons qui ont été, abordées, vous vous rendez compte que ces faits culturels sont transparents, ils ne sont pas existants. Et donc, la conclusion que je tire de tout ça, c'est qu'on a des attentes qui sont trop élevées. Il y a un déphasage, j'allais dire, de ces différentes options prises par le système éducatif avec des réalités qu'on observe sur le terrain. Il y a une non-conformité entre les contenus des programmes proposés et les réalités socio-culturelles nationales. Je parle également d'inadaptation de programmes aux besoins du développement du pays. Parce que quand vous allez voir, c'est comme s'il n'y a pas de lien entre ce que l'enfant apprend et puis le développement, le progrès du pays. Je ne sais pas, voilà ce que je constate. J'ai été voir, par exemple, au niveau aussi des manuels. Je note qu'il y a une distance entre les contenus des manuels et les réalités des apprenants. Si je me réfère, par exemple, à certaines citations de spécialistes de la question, Lanier, par exemple, qui nous dit, par exemple, que les manuels, l'objectif de l'école est, selon, donc Lanier, de faire entrer les enfants, non, il y a quelque chose qui manque. Faire entrer les enfants dans une culture plutôt commune et officielle. Lanier nous dit que les manuels marquent les enfants pour longtemps. Ils prennent place, des savoirs donc de ces manuels prennent place dans la construction de leur personne et ont une réelle répercussion sur leur vision du monde. Donc du coup, les manuels qui sont produits dans, tout système éducatif doit pouvoir atteindre cet objectif. Mais j'ai été voir dans les manuels, je pense qu'on n'y est pas encore. Je vais vous donner par exemple ce que j'ai pu voir par exemple dans le manuel d'histoire en traitant de la question de la colonisation. Vous avez dans le manuel d'histoire de Côte d'Ivoire où la colonisation est qualifiée, de rencontre des vieux continents. C'est ce qui est écrit, la rencontre de vieux continents. L'arrivée des Européens, comme si cela s'est toujours bien passé. Comme s'il n'y avait pas eu de bouleversement. C'est comme si c'était un vécu calme, tranquille. Donc je vois là qu'on traite de façon allégée cette question, vous allez dire, qui fait partie de l'histoire douloureuse, par exemple, des peuples. C'est une histoire, mais il faut la raconter comme elle a été. Mais là, je note que ce n'est pas fait. Je vous donne par exemple ce que j'ai pu observer également dans les manuels de français, à propos par exemple d'une leçon qui porte sur le portrait. Voilà le premier texte qui est utilisé pour illustrer la question du portrait. Vous voyez le personnage. Imaginez un enfant qui est dans un village ivoirien qui doit étudier le portrait. Voici le texte qui accompagne et les mots qui sont utilisés sont des mots souvent que l'enfant n'arrive pas à comprendre. Et même le texte qui est évoqué, j'allais dire qu'il est provocateur, parce que si vous lisez là, vous allez vous rendre compte, au milieu du texte, on vous parle de cette personne, donc de César Soubeyran. On vous dit ceci, il s'est engagé dans les zouaves et il avait fait la dernière campagne d'Afrique. Vous voyez, quelqu'un qui fait partie d'une équipe militaire qui ont souvent décimé des populations, c'est cette personne-là qu'on va utiliser, c'est une description de cette personne, c'est le portrait de cette personne qu'on va étudier dans une classe pour parler de cette question. Donc vous voyez, ça pose un véritable problème. Il n'y a pas que ça. On parle toujours du portrait et on nous parle d'un certain Sam Wortham, je ne sais pas, Wortham, mais qui vit aux États-Unis. Et c'était le 3e texte de l'ouvrage pour rendre compte du portrait. Et aussi, c'est la même chose. Vous allez aller voir le vocabulaire qui est utilisé pour présenter le portrait. Il y a des mots et qui ne sont pas explicités. Je le dis bien, qui ne sont pas explicités par les enseignants. Parce qu'à certains enseignants à qui j'ai posé la question, mais comment vous expliquez ça? Il dit, Joe, il faut laisser. Nous, on continue le cours calmement. Vous voyez? Donc là, il y a un véritable souci. Et puis, en parlant toujours de portraits, voici des images. Il y en a plusieurs. Je vous en donne une seule, mais qui permet. Je ne suis pas sûr que les Français même qui sont dans la salle comprennent tout ça, si ça leur parle vraiment. Imaginez
hein, quelqu'un qui vit au nord en Côte d'Ivoire ou en pleine forêt en Côte d'Ivoire, qui dans sa classe doit étudier le portrait et qui voit, on lui demande, on lui pose des grands, hein, d'observer les différences entre les portraits. Bon, ça ne parle pas. Donc voici par exemple des éléments que j'ai pu observer par exemple au niveau des manuels. Je pense que c'est toi. Alors Jean-Martial, si on repasse au manuel français sur la slide suivante, alors on n'est pas encore sur un manuel, on est sur un album de jeunesse. Nous irons au bois. Ça parle très fortement à un élève français. Il apprend même très souvent la comptine. 1, 2, 3, nous irons au bois. Tous les petits Français la connaissent. Et toi, Jean-Martial, si l'on te dit nous irons au bois, qu'en penses-tu? Alors, en Côte d'Ivoire, il faudra dire nous irons en forêt. Parce que le bois, quand tu dis le bois en Côte d'Ivoire, on pense à un morceau de bois, mais jamais à cet ensemble, j'allais dire, à cette végétation en fait. Donc voilà, par exemple, je vais te laisser continuer. Merci. C'est effectivement le problème que l'on va rencontrer dans les albums ou dans les manuels ou bien dans les concours parfois que nous organisons. Une non-contextualisation. Petit concours d'actualité, excellente initiative dans l'établissement. Activité cycle 3, énigmes, indices, charades, jeux et lectures sur la piste des enfants célèbres de la littérature. Pour la question de l'identification, Disney fait le job. Nous ne le faisons pas encore tout à fait. Heureusement, Akissi s'est intercalé au centre de cette image. Mais lorsque j'ai demandé tout à l'heure à Jean-Martial s'il connaissait les autres héros, alors oui, il n'a pas séché pour tout. Il a su répondre pour 2 d'entre eux, mais pas pour tous. Pourtant, nous demandons à nos élèves de s'identifier à ces enfants célèbres de la littérature. Célèbres, ils ne les connaissent pas. C'est dommage parce que nous pourrions utiliser des albums de littérature de jeunesse que les élèves, dans lesquels les élèves trouveraient des éléments culturels qui leur parlent. Et en plus, nous avons au sein de nos établissements, ici à Mermoz, des écrivains en herbe, des enseignants qui écrivent des ouvrages. 2 ou 3 ou 4 enseignants qui font ça. Ça, c'est la capture d'écran d'une page d'un album qui a été écrit par Lorraine Mathieu, qui est enseignante ici, en maternelle, dans l'établissement. Et bien, sur cette simple page de son album, on va trouver l'agouti. On va trouver ce vendeur de boissons chaudes. Je peux vous garantir qu'à Clermont-Ferrand, on ne le verra pas. On trouve ce panneau sur lequel est écrit « Chez Tanti ». Eh bien, chez Tanti, il y a de la tchéké. Et on trouve des héros aux couleurs locales. Ça parle. Là, un élève peut s'identifier. Et cerise sur le gâteau, nos élèves français, libanais, marocains et de toute autre nationalité, grâce à ceci, peuvent eux-mêmes découvrir la culture locale, la culture du pays qui les accueille. Et ne pas être obligé de demander à papa ou à maman, dans la rue, c'est quoi ça? Et de voir leur papa ou leur maman, penauds, ne pas savoir quoi répondre parce qu'ils ne le savent pas plus. C'est à l'école de leur enseigner ceci. Il y a donc de nombreux marqueurs culturels locaux qui permettent aux élèves locaux de s'identifier et aux élèves étrangers de découvrir la culture locale. Il faut donc impérativement s'appuyer sur ce type d'album. Car c'est en se connaissant soi-même que l'on peut mieux communiquer avec l'autre. Et c'est en communiquant avec l'autre que l'on a toutes les chances de mieux se connaître soi-même. Bref, l'interculturel est un domaine qui relève aussi bien de la culture de l'autre que de la sienne. Son caractère bipolaire constitue une grande contrainte, car le champ d'application est vaste, mais ceci apporte un immense enrichissement au niveau intellectuel, culturel, local. Il faut un brassage de cultures qui inclut la culture du pays d'accueil. Alors changeons de discipline et passons à une discipline non contextualisable. Les mathématiques, c'est universel, évidemment. Sauf que lorsqu'on ouvre un fichier de mathématiques du CP, du CE1, on va tomber sur tout un tas de planches
qui nous parle de la monnaie, et d'une seule monnaie. Nous sommes dans des fichiers qui respectent les programmes français. Une seule monnaie, l'euro. Très bien. Les élèves qui viennent de France, ils savent de quoi on parle. Ils savent que lorsqu'on dépense 65 centimes d'euros, on peut à peu près s'acheter un croissant. Pour les élèves ivoiriens, cette décontextualisation immédiate pose un sacré problème. On leur parle d'acheter des choses de la vie quotidienne dans une monnaie qu'ils n'ont jamais vue et que peut-être d'ailleurs ne verront-ils jamais. Eux, ils utilisent des francs CFA. Encore une fois, ce ne sont pas les programmes qui sont en cause, ce sont des programmes français qui précisent bien en euros et centimes d'euros, mais dans nos établissements à l'étranger, il est nécessaire de contextualiser. Ça marche en primaire, ça marche également au secondaire. Dans les programmes, on ne précise plus que la somme d'argent doit être en euros. Mais le problème, c'est que nous nous appuyons en permanence sur des manuels. Et les manuels, eux, ils ne font pas dans le détail. Ils sont en euros. Donc, ici, ce petit problème de proportionnalité sur les fruits et légumes à 1 euro les 3 ou à 3,40 € le kilo, il est intégralement en euros. Les élèves de 4e, vous me direz, ils sont censés savoir utiliser désormais cette monnaie qui n'est pas nécessairement la leur. Oui, mais à la condition qu'ils aient pu faire des balances entre la monnaie euro qui n'est pas la leur et la monnaie franc CFA qui est la leur. Sans quoi, le problème, c'est qu'il y a une déconnexion totale entre les fruits et les légumes qui coûtent 1,40 € et le pain brochette du midi qui coûte 1000 francs ou 1500 francs. En philosophie, la liste est longue. Ce sont tous les auteurs que l'on peut utiliser, que l'on conseille d'utiliser aux enseignants dans les classes de terminale. Il n'y a pas d'auteur africain. Cette liste n'interdit pas au professeur, dans la conduite de son cours, de faire appel à d'autres auteurs. En fait, on en appelle à la liberté pédagogique des enseignants. Mais faut-il que ces enseignants-là s'approprient cette liberté pédagogique? On verra tout à l'heure qu'il y a des barrières qui, parfois, les empêchent d'user de cette liberté pédagogique. Pourtant, il est dit ici que pour que l'Afrique écrive sa propre histoire philosophique, elle ne peut pas passer par les chemins empruntés par l'histoire de la philosophie occidentale. Ça va être compliqué à l'utilisation de l'ensemble de ces auteurs-là. Je crois que c'est à vous de nouveau. Alors, à propos de philosophie, donc, okay, on a donc assisté à des interactions en classe de philosophie et on a noté par exemple des difficultés au niveau de ces interactions-là. Le message avait du mal à passer du fait de la langue qui était utilisée. Donc on a ce cours où l'enseignant va poser la question: qu'est-ce qu'un prolétaire? Monsieur, c'est quelqu'un qui est supérieur aux autres. Qui d'autre? C'est quelqu'un qui hésite, l'élève qui hésite à donner une réponse, et l'enseignant finit par se lancer, j'allais proposer une définition que les enfants peuvent, comprendre. Donc, vous là, c'est pas la peine quoi. Un prolétaire, c'est quelqu'un qui est pauvre, c'est un gars sur qui c'est chaud, c'est un moisi si vous voulez. Et ça a permis, par exemple, de continuer, la médiation du savoir. Donc, ces problèmes-là sont très récurrents dans les classes. Un professeur me racontait, par exemple, qu'il étudiait Aristote. Donc, il a ce fameux texte. Donc, l'homme est cette fameuse citation plutôt, l'homme est un animal politique. Donc, la classe est, personne ne parle, est silencieuse. Donc, il donne une première reformulation. L'homme est un être qui vit en société. Il se rend compte qu'en fait, dans la compréhension des apprenants, société, c'est entreprise. Donc, du coup, ça ne marche pas. Et il finit par dire, l'homme est un être qui vit en boï. Boï étant un terme nouchi pour dire en groupe. Et il a vu que dans la classe, les élèves faisaient ça.
Donc, il venait de comprendre enfin. La même chose avec la citation « L'homme est un être conscient ». Première reformulation, la conscience définit l'homme. Ça ne marche toujours pas, donc il finit par dire « L'homme, c'est quelqu'un qui body minds », c'est-à-dire qui réfléchit. À partir de là, ils ont compris. C'est la même chose. Le travail avec un autre qui disait, par exemple, c'est le bara qui paye. Donc, pour dire que c'est le travail qui permet l'épanouissement. Donc, voilà quelques interactions qu'on a pu saisir dans des classes et on s'est rendu compte qu'il y avait cette difficulté de médiation du savoir du fait de la langue qui n'était pas forcément comprise. On l'a également noté dans des classes, donc ça c'est dans la thèse de l'une de mes doctorantes qui a été dans une classe de terminale. Donc on voit que l'enseignant dit, il leur parlait sans faux fuyant. Monsieur, parler sans faux fuyant, là, veut dire quoi encore? C'est parler sans détour. Ils ne comprennent toujours pas. Eh monsieur, nous on ne comprend pas ça. Ça veut dire parler bien. Ah monsieur, on comprend maintenant. Donc ça c'est très très courant dans nos classes. Même à l'université, souvent on a ces difficultés-là. Extrait 3, Madame, moi aliénation là. Elle n'y est pas. Ah, pardon. Moi aliénation là. Je n'ai pas bien compris l'autre jour là. Hé, aliénation là, on a longuement parlé de ça. Qui a compris et qui peut lui expliquer? Moi madame, moi madame. Donc on va, avec une proposition d'un élève, c'est quand quelqu'un te sert, et puis tu n'es plus libre. Et l'autre qui renchérit, genre, c'est quand tu ne peux pas respirer dans la main de quelqu'un, là quoi. Oui, c'est ça. Et l'enseignant qui se met à rire. Donc c'est propre même pour dire que c'est très clair. Donc ce sont des situations comme ça qu'on a dans des classes. Je n'ai pas la diapo ici. On a étudié des textes avec des étudiants, avec des élèves. Et dans les textes, il y avait des mots comme perdre haleine. Quand on a demandé aux élèves perdre haleine, ça veut dire quoi? Ils connaissent le mot haleine. Donc, ils connaissent aussi perdre. Donc, voici la définition qu'ils ont donnée. Perdre haleine, c'est quand l'odeur de ta bouche est finie. Voici la première, je vais dire la glose qu'ils ont donnée. On a eu, par exemple, le terme aussi léthargie. Il y en a qui dit, moi, je connais ça. On a vu ça à l'église catholique. En fait, il parlait de liturgie. Donc, il a confondu. Et un dernier cas, il disait, il y avait une débauche d'énergie. Oui, qui peut donner la définition de débauche d'énergie? Il dit débauche là, c'est quand quelqu'un est gâté. Quand quelqu'un est gâté, il fait les mauvaises choses. Donc, débauche d'énergie, ça veut dire qu'il est gâté jusqu'à il n'y a plus force en lui. Donc, voici des problèmes qu'on a dans les classes du fait souvent de la langue, on va dire, que l'enseignant utilise, que les enfants ne comprennent pas toujours. Donc, voilà ce que... Il en reste une. C'est toujours moi. Ok, donc il semble de plus en plus se dégager une sorte de prise de conscience. Donc les enseignants, on s'est rendu compte, commencent à comprendre que quand ils utilisent, on va dire, le français de l'école, le français normé, les enfants n'accèdent pas au savoir. Donc de plus en plus, on voit qu'ils se décentrent, ils font l'effort de reformuler et on a assisté à cela. Mais le problème, c'est que souvent, ils ne se sentent pas en sécurité. C'est-à-dire, quand je dis en sécurité, ils ne sont pas libres de le faire parce qu'on leur demande d'enseigner en utilisant, j'allais dire, le français de l'école. Et donc, ça leur pose un véritable problème. Merci. Merci. Alors, j'enchaîne et je vais conclure sur la contextualisation. Alors, pourquoi contextualiser? Vous l'aurez compris, on a quand même suffisamment enfoncé le clou depuis tout à l'heure, mais on va en ajouter une dernière couche. Pourquoi contextualiser, quelle que soit la discipline? Alors, déjà dire que les programmes scolaires français, dans les établissements donc internationaux, ont fait des efforts et parlent désormais de contextualisation en dehors de l'histoire et de la géographie. Ici, par exemple, au cycle 4, on laisse une place à la contextualisation et on propose une approche concrète, contextualisée,
en rappelant que les sciences expérimentales et d'observation explorent la nature et que les finalités des enseignements sont de permettre aux élèves de saisir par une pratique concrète la complexité du réel et de construire à partir des faits des idées sur le monde, à partir des faits que les élèves pourront vivre à la forêt du Banco ou sur le terrain à Bassam et probablement pas dans des manuels scolaires qui leur parleront de la faune en Camargue. Ils ne savent pas où c'est pour la plupart d'entre eux. De nombreux travaux ont été consacrés pour parler de ces situations authentiques et de l'effet qu'elles font sur les élèves. Premièrement, elles améliorent chez eux la perception de l'utilité des savoirs. Puisqu'on leur parle concrètement de choses qu'ils connaissent, tout d'un coup, les savoirs deviennent intéressants et utiles. Et ils développent donc l'intérêt des élèves pour les sciences et par extension pour toute discipline qui leur parlerait de situations authentiques. Ils stimulent évidemment leur curiosité à en savoir plus parce que nous sommes partis de faits réels. Ils enrichissent leur propre culture pour mieux appréhender ensuite les autres cultures. Ils les aident à gérer un monde qui est particulièrement complexe. En comprenant mieux la leur, ils comprendront mieux la culture des autres. Ils établissent des liens puisqu'ils comprennent la complexité entre les différentes disciplines et ils dynamisent enfin le processus d'apprentissage des élèves. Ils les aident à gérer la complexité. Oui, apprendre c'est complexe. Et si l'on commence par apporter des savoirs qui sont immédiatement décontextualisés, les élèves sont égarés. Il est nécessaire dans ce processus de commencer bien évidemment par la contextualisation. L'élève, on le confronte à une situation d'apprentissage authentique et donc signifiante pour lui, qui reflète certes une certaine complexité, mais qui correspond à son réel et à son quotidien. Et donc ça donne du sens à ce qu'il apprend. Lorsqu'il a les bases solides à ce niveau-là, alors oui, on peut décontextualiser et commencer à utiliser les euros, parce qu'on sait de quoi on parle quand on parle des francs CFA. On va faire cette fois-ci abstraction du contexte premier et réel pour extraire des connaissances de ce contexte, construire une nouvelle représentation, un modèle, et travailler des automatismes. Et, in fine, reconnaître la similarité des situations entre la première, contextualisée, et la seconde, décontextualisée. Et ainsi, on pourra passer à une recontextualisation en proposant une nouvelle situation d'apprentissage dans un contexte encore différent, où il faudra repérer des connaissances et des compétences utiles à sa résolution. Et pour repérer ces connaissances, on ira piocher dans les éléments de contexte que l'on a appris et dans les éléments de décontextualisation qu'on a appris ensuite. Et c'est à ce moment-là que se jouera transfert des apprentissages. Et en plus, on développera la motivation des élèves. Pour une raison simple, ils auront le sentiment de l'importance de ce qu'ils apprennent parce que c'est raccroché à leur quotidien, et ils auront la perception de compétence parce qu'ils se sentiront capables de comprendre cela. Pourtant, tous les enseignements dans nos établissements ne sont pas encore contextualisés. Alors, plusieurs facteurs qu'on peut évoquer très rapidement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Alors localement, pas seulement localement, ce que je raconte là peut être vu au Togo, en Égypte, en Espagne, au Liban, aux États-Unis, dans les autres lycées internationaux. Premièrement, l'enseignant va se contenter d'appliquer scrupuleusement les programmes français en sciences et dans les autres disciplines. Il n'y a pas de document formalisé, comme on l'a vu tout à l'heure en histoire et en géographie, donc on applique les programmes français, et c'est au bon vouloir de l'enseignant que de contextualiser ou pas. Deuxième possibilité, le proviseur insiste et il dit les programmes. Alors ce proviseur n'est pas M. Meunier. Et l'enseignant, inquiet, applique les programmes. Si l'enseignant est recruté et que c'est un enseignant local, il a une forme de crainte lorsqu'il intègre un établissement français et il va vouloir appliquer les programmes français. Et peut-être n'osera-t-il pas contextualiser et utiliser sa propre culture dans les enseignements. C'est une crainte légitime et il faut aider les enseignants à se décomplexer.
par rapport à ça, sans quoi on peut se retrouver face à des situations légèrement ubuesques. Nous avons croisé dans des pays autres des classes, des salles de classe, avec des proviseurs qui n'étaient pas français, mais qui étaient du pays, mais qui voulaient absolument être plus royalistes que le roi, et comme ils étaient un programme français, appliquer les programmes français sans que rien ne dépasse. Résultat, nous entrons dans une classe pour faire de l'observation, les élèves se lèvent et nous chantent une Marseillaise tonitruante. Ce n'est pas possible. Connaissaient-ils seulement l'hymne de leur propre pays? Enfin, ça peut être le parent d'élève. Il a inscrit son enfant dans l'établissement français, à programme français. N'allez donc pas m'offrir de la culture locale, ce n'est pas ce que je vous demande. Ce risque existe et des enseignants nous le disent parfois. Oui, mais c'est compliqué. Moi, on me demande d'appliquer les programmes français. Et pour finir, si il n'est embêté ni par son proviseur, ni par les parents d'élèves, et qu'il a une certaine liberté pédagogique, il a quand même un environnement culturel qui parfois le ramène à de la décontextualisation immédiate. Parce que lorsqu'il se déplace, il a des marqueurs culturels forts qui sont souvent des marqueurs culturels occidentaux. Donc s'il baigne dedans, il enseigne cela à ses élèves. C'est logique. Alors oui, on peut avoir une vision équilibrée des choses et essayer d'avoir un pied sur chaque rive pour apprendre aux élèves les choses dans les deux cultures. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, les Amérindiens ont découvert Christophe Colomb. J'ai enseigné quelques années en Espagne. Moi, si j'arrive pétri de certitude sur l'épopée napoléonienne, conquérante, qui a conquis l'Europe depuis la Russie jusqu'à l'Espagne, alors je vais présenter ce Napoléon conquérant qui reçoit la capitulation de Madrid le 4 décembre 1808. Pourtant, j'apprends très rapidement auprès de mes élèves que ce n'est pas tout à fait la bonne histoire. En tout cas, pas la leur. Heureusement, dans l'établissement, il y a des programmes d'histoire, géographie en langue française enseignés par l'enseignant français et des programmes de sociales en langue espagnole enseignés par le professeur d'espagnol. Alors je peux leur raconter de mon côté qu'il y a eu une épopée napoléonienne, mais je sais que l'heure qui suivra, le professeur d'espagnol leur parlera d'une guerre d'indépendance remportée par les Espagnols et leur montrera probablement le tableau de Goya 13 de Mayo sur cette nuit terrible où des soldats français ont exécuté des combattants espagnols. Deux visions de l'histoire qui apporteront toute la complexité du monde à ces élèves qui comprendront qu'il n'y a pas qu'une seule histoire, mais plusieurs histoires en fonction du point de vue où l'on se place. Nous vous remercions pour votre attention. Merci. Je pense que vu la qualité de la conférence, on peut continuer de rassurer les deux conférenciers. Je vous remercie à vous. Alors, en Côte d'Ivoire, on a quelque chose qu'on a une petite chanson. Souvent, on dit petit piment, on n'est pas beaucoup en effort. Vous connaissez cette chanson? Ah, monsieur le proviseur, monsieur Jean, non? Ah, vous la connaissez? Voilà, donc l'amphi n'est pas. Voilà, mais nous sommes forts et ça va se démontrer tout à l'heure à travers les questions, les contributions. Mesdames et messieurs, c'est le principe donc de la conférence. Vous avez la parole, vous avez le droit de vous poser des questions, également la possibilité de contribuer donc aux propos qui ont été tenus ici tout à l'heure. Donc, on fait comme ça, on lève la main et mon micro vient tout doucement par Western Union vers vous et nous prenons votre question ou votre contribution. Merci, chers collègues. Voilà, il y a un deuxième temps, on va le laisser pour les conférenciers. Alors, nous avons parlé de contextualisation des pratiques enseignantes, des programmes d'enseignement, des savoirs enseignés. Question
contribution pour vous qui êtes enseignants ici au lycée international Jean Mermoz ou ailleurs. Vous êtes en plein avec ces questions. Est-ce que vous avez essayé des choses qui marchent? Est-ce que vous avez essayé des choses qui marchent moins bien? Quel est votre ressenti relativement à tout ceci? Merci de nous faire savoir. Merci beaucoup. Marche pas. C'est pas grave, je parle fort. En fait, c'était pas une question que je voulais poser, c'était un constat. C'est les enseignants ont donc une lourde responsabilité finalement dans cette entreprise-là. Et voilà, c'était ce que je voulais dire. C'est quelque part, quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que, oui, je crois que c'est François qui parlait de la liberté pédagogique qu'il faut vraiment, prendre à bras le corps. En fait, je pense que l'enseignant est le pivot de ce changement. Voilà, merci. Alors, je partagerai la lourde responsabilité de l'enseignant avec, par exemple, les proviseurs adjoints que vous êtes. Je pense que si une impulsion est donnée, comme on l'a vu sur l'exemple de l'histoire-géographie, sur des programmes contextualisés et que les enseignants sont décomplexés et libérés par la parole de l'équipe de direction à contextualiser et à créer des programmations contextualisées en s'appuyant sur les programmations françaises pour proposer des inserts en contexte local, alors ils useront plus facilement de leur liberté pédagogique. Donc je partagerai en fait cette responsabilité. Merci. Je vois que monsieur le proviseur veut prendre la parole. Je rejoins complètement, c'est une question d'impulsion, effectivement, d'autorisation, en fait. Et on n'est pas sur un pilotage descendant, on est sur de l'accompagnement, on est des facilitateurs. Juste un peu la genèse de cette contextualisation des programmes d'histoire, c'était fait également sous la houlette d'une inspectrice de l'éducation nationale française, accompagnée par le professeur Frédéric Bouquet, ancien avocat d'ici, et également des professeurs de l'université de Fouet-Boigny. Mais c'est une véritable aventure qui a été faite depuis 2017, réactualisée là cette année, puisque les programmes changent, tout simplement, les thèmes des programmes changent. D'autres disciplines, pour en citer quelques-unes, la SVT, sciences de la vie de la Terre, tout simplement le contexte du lycée, avec quelque chose de très simple, une connaissance de la faune, de la flore et de la biodiversité du lycée. C'est aussi simple que ça. Quelquefois, c'est à 100 mètres, et c'est juste à côté des salles de classe. Après, vous avez parlé de la résonance, moi je parlerai aussi de l'identification. Je vais juste prendre un exemple. L'an dernier, les élèves du conseil de la vie lycéenne décident d'organiser une fashion week. Très bien. Ils invitent une créatrice libanaise et bien sûr, ils invitent Pathéo. Donc, je demande à Pathéo de venir. Tout le monde connaît Pathéo, bien sûr. Pathéo vient, et à la fin, la web radio du lycée interview, et avec un de nos actuels professeurs, Doris Armand Casco, célèbre photographe aussi en Afrique de l'Ouest. Voilà, jeune homme, ivoirien, très branché par la mode, le design. Il regarde Pathéo, et il nous regarde, et il avait les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ému? Pathéo me dit non, je suis ivoirien, et je ne connais pas Pathéo. Je connais Guérin, je connais Chanel, et on ne lui avait jamais ouvert la porte de cette connaissance. Et là m'a venu une idée, que j'ai soumis aussi à certains d'entre eux, certains professeurs, c'est de faire un mur de l'identification avec des célébrités qui ont marqué l'histoire, qui marquent l'histoire actuelle de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Nadia, pour ceux qui la connaissent, une célèbre actrice qui a siégé, des premières qui a siégé au Festival de Cannes, ou
quelques petites sirènes, parce que voilà, c'est Pathéo, c'est Gilles Touré, c'est Mobido Diarra, qui est quand même un ingénieur malien qui a envoyé la sonde Viking sur Mars. J'ai noté les noms parce que j'ai peur de les écorcher. C'est Diego Francis Guéret qui a reçu en 2022 le prix Pritzker d'architecture, qui est l'équivalent du prix Nobel d'architecture. C'est un burkinabé. Enfin, voilà, cette identification, dire aussi que je suis capable de m'identifier et dans un lycée international, de savoir d'où je viens, pour mieux contextualiser, recontextualiser, tu le disais François, recontextualiser ce que j'ai pu connaître pour affronter le monde. Et moi, je sais que mes élèves de terminale, je dis mais parce que c'est un possessif affectif, mes élèves de terminale, j'ai envie que vous allez aller faire des études en Europe, au Canada, que sais-je, Côte d'Ivoire, affronter des mondes que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai ce mot que je leur dis tout le temps, ne pliez jamais les chines. Sachez, soyez fiers d'où vous venez, soyez fiers de vos cultures et faites-en des étendards. C'est surtout ça. Alors bien sûr, cette interculturalité, c'est ce mixte, il existe dans le lycée, mais pour moi c'est une vraie force et il fait partie des étendards, je dirais, du lycée Mermoz. Voilà, c'est modeste témoignage. Encore un témoignage très récent, évaluation de 6e, dans 6e en français. Il y avait Astérix Obélix, voilà, ceux qui connaissent. J'avais des élèves, prof de français, qui n'a pas réussi parce qu'il n'a pas compris ce que c'est Astérix Obélix, tout simplement, parce qu'il n'avait jamais été confronté avec Astérix Obélix. Voilà, cette nécessaire contextualisation, elle existe également pour tous les métiers, toutes les disciplines. Voilà, c'est juste ce témoignage, y compris pour les maths. Voilà, merci. Merci à vous, monsieur le proviseur. Chers conférenciers, réactions, commentaires suite au témoignage du proviseur? Ah oui, évidemment. Non, non, non. Et évidemment qu'il faut se lancer dans cette contextualisation et ne pas attendre que les professeurs s'y mettent seuls en narguant juste de la liberté pédagogique. Je pense qu'il est nécessaire, les chantiers sont lancés ici, mais le propos, il vaudrait pour les autres établissements à programme français. Il est nécessaire de lancer des projets dans l'ensemble des disciplines scolaires pour faire les liens nécessaires entre la culture locale et la culture à dimension internationale, on va dire. Merci à vous, M. Claudel. Alors, j'entends parler des enseignants. J'aimerais bien avoir votre ressenti relativement à la question de la contextualisation. Très bien, bonsoir monsieur, présentez-vous et votre question, contribution. Bonsoir à tous. Vraiment, merci beaucoup à vous, messieurs, pour ce brillant exposé. C'était très, très enrichissant. Donc, je me présente, je suis Gloire Bonnier-Chimongo. Je suis auteur et rédacteur à Bayer Afrique. Donc, je travaille sur les magazines Planète Géminière, Le Premier Planète Géminière, etc. Et déjà, avant de poser ma question, je vais essayer de contextualiser. Je suis congolais, donc je suis congolais de Brazzaville, né au Congo, grandi au Congo. J'ai étudié en Côte d'Ivoire, j'ai étudié au Sénégal, et maintenant je travaille dans une multinationale française. Donc tout ça, c'est pour dire un peu toute la diversité culturelle à laquelle j'ai fait face tout au long de ma vie. Et il y a un truc intéressant dans votre exposé tout à l'heure, c'est que vous avez, je n'ai pas étudié dans les écoles françaises, mais tout ce que vous avez présenté là comme des références culturelles du patrimoine français, européen, etc. Je peux dire que 90% de ce que vous avez présenté, ce sont des choses que je connais, que j'ai connues vraiment tout au long de ma vie, que j'ai eu à pratiquer, sans jamais être allé en Europe, sans jamais avoir été dans des écoles françaises. Je peux me dire que c'est peut-être qu'il y a 2-3 ans comme ça dans ma vie que je vois autant de personnes dans ces établissements, dans les endroits où j'ai grandi, je n'en voyais pratiquement pas, il n'y avait qu'à la télé. Alors ça m'amène en fait à ma question qui sera plutôt pour M. Jean Martial, c'est en fait de se dire toute la difficulté de cette contextualisation-là, toute la difficulté de cet apprentissage culturel.
est-ce que le problème n'est pas aussi dans comment est-ce que nous avons construit nos programmes chez nous, ici dans nos pays africains? On va prendre l'exemple notamment de la Côte d'Ivoire, avec tout l'exposé que vous avez fait. On voit que pour les écoles internationales comme le lycée Jean Mermoz, toute la difficulté de contextualiser, ça peut aussi venir du fait que localement, il n'y a pas les éléments, les outils. Je pense que par exemple, si tout à l'heure on avait présenté des héros ivoiriens, je ne sais pas, des comptines ivoiriennes, des trucs, je n'allais pas connaître, peut-être, je ne sais pas, Teni Banani, j'en ai entendu parler une ou deux fois, mais vraiment, c'est-à-dire c'est assez ahurissant, vraiment, de se rendre compte que ça fait 8 ans que je suis en Côte d'Ivoire, j'ai étudié ici à l'université, mais pas dans les écoles primaires et autres, mais je connais plus de choses du patrimoine culturel français que du patrimoine culturel ivoirien. Et de ce fait-là, est-ce que ça c'est pas le blocage pour une école comme Jean Mermoz qui veut contextualiser son enseignement? Cette école-là va se reposer sur quoi si déjà globalement il n'y a pas en fait les outils qui vont permettre en fait de faire cette résonance-là, de faire ce point-là. Voilà. Merci. Alors, merci pour cette contribution et cette question. Je pense qu'on n'a pas encore engagé en Côte d'Ivoire une vraie réflexion endogène sur l'école, en fait. C'est ça le véritable problème. Durant toutes ces années, on n'a fait que faire du plaquage, du copier-coller. Si vous regardez, ça a un peu changé ces dernières années. Mais quand moi je faisais ma thèse de doctorat entre 2004 et 2007, j'ai regardé les programmes français, les programmes ivoiriens qui étaient en cours, mais c'est textuellement la copie de ce qu'il y avait en France par le passé. Donc les gens, ils n'ont pas fait d'efforts. Je vais dire que depuis maintenant 2 ans, c'est avec cette nouvelle ministre qu'on a même questionné le cadre d'orientation curriculaire. Sinon, ça ne se faisait pas. Avant, on se contentait simplement d'aller chercher les choses en France. On changeait juste la formulation et puis voilà, on balançait dans les classes. Et aussi, je veux dire, cette réflexion-là doit engager même les chercheurs. Mais ça ne se fait pas. Il n'y a pas de financement pour faire de la recherche. Moi, avec mon équipe, il y a Dr Doumbia que j'embête tout le temps. Aujourd'hui, j'ai décidé, avec mon équipe, d'engager une réflexion même sur la façon de dire la réalité dans nos langues, même le bonjour. Vous voyez, vous allez voir dans les manuels de CP1, de CP2, on parle de salutation, mais jamais on ne rend compte de la salutation comme elle est dite en Côte d'Ivoire. Quand vous allez chez quelqu'un, quand vous saluez la personne, ce n'est pas juste bonjour, bonsoir. La personne va vous demander comment ça va et les enfants. Ça doit être, je veux dire, faire partie des manuels, mais jusqu'à ce jour, ce n'est pas fait. Okay? Donc, je veux dire, réflexion endogène sur l'école en Côte d'Ivoire n'a jamais été menée. Les chercheurs aussi ne sont pas mis en mission sur cette thématique-là. Donc voilà pourquoi on a une école pauvre. Sinon, il y a de la matière. Il y a de la matière. Il faut faire quoi? Il faut créer cette synergie. Il faut mettre en commun, il faut mutualiser, j'allais dire, les connaissances sur ces sujets. Il y a un département. Vous voyez, tout à l'heure, M. Meunier disait qu'ils ont fait appel à l'université. Sûrement, ils sont allés vers eux. Ils les ont mis en mission ou les ont appelés pour travailler ensemble. Mais ici, le ministère de l'Éducation nationale ne le faisait pas. C'est maintenant qu'ils ont commencé à le faire. Ils ne le faisaient pas par le passé. On a nos thèses de doctorat, on a nos mémoires de master qui sont faites sur l'école pour décrire cette situation, mais jamais on nous a fait appel pour venir dire, venez, on va travailler. Moi qui vous parle, je vous donne mon exemple. Quand je suis rentré de la France après mes études, j'ai vu des choses là-bas que j'ai trouvées intéressantes. Je suis allé au ministère en 2007. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, je vais les voir pour dire au ministère de l'Éducation nationale, je dis, je suis à votre disposition. Si vous avez des séminaires, faites-moi appel. Je n'ai pas besoin qu'on me paye, mais j'aime mon pays, je veux travailler. On ne m'a jamais fait appel. Je suis en 2013, tout récemment, le projet IFADEM a été lancé. Ils avaient déjà constitué l'équipe parce que j'étais en France aussi. Quand je suis revenu, je dis, mais l'équipe est déjà constituée, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin qu'on me mette dedans parce qu'il y a Perdième à payer, tout ça. Je veux pas. Je veux juste travailler avec vous. On me dit, monsieur, merci pour votre proposition, mais l'équipe, c'est déjà bouclé. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça le véritable problème. Il faut que les gens soient courageux pour engager vraiment cette réflexion. Il y a des choses à montrer. Quand je regarde, avec ce que je fais avec mon équipe, quand on regarde ce qui se cache dans nos langues, ce qui se cache dans nos cultures, mais c'est des trésors inestimables.
Vous voyez des Américains venir faire des études, des Suisses venir faire des études sur les cultures d'ici. Ils vont enseigner ça, c'est parce qu'ils ont vu la richesse. Mais nous-mêmes, ça nous dit quoi? Ça nous dit rien. Donc voilà véritablement le problème qui se pose chez nous ici. Voilà. Juste ajouter que si le ministère n'a pas fait appel à Jean Martial ni l'IFADEM, le CDP a mis un mois et demi quand il s'est installé ici pour l'appeler, et il le doit à Céline Desbos qui a fait le lien entre Jean Martial, l'Institut de linguistique appliquée et le Centre de développement professionnel, et c'est une joie que d'avoir fait appel à lui, puisqu'on a pu par exemple apporter des unités d'enseignement contextualisées aux diplômes universitaires qui sont proposés aux enseignants de Mermoz, auxquels donc on ajoute 2 unités complémentaires qui sont écrites et rédigées par Jean Martial entre autres, et qui permettent aux enseignants d'avoir un apport contextualisé dans les diplômes universitaires que nous leur proposons. Merci à vous, M. François Gauzet. Alors, nous avons entendu le proviseur, donc le chef d'établissement, nous avons entendu les éditeurs, les formateurs, et vous, dans vos salles de classe, chers enseignants, Delphine Morand, Kim Zéziger, Stéphanie Gauzet, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, M. Bakayoko, dites-nous que se passe-t-il dans vos salles de classe lorsque vous entamez un processus de contextualisation des savoirs que vous enseignez? Allez, dites-nous. Je commence par qui? Alors, c'est un dialogue direct. Je pense bien qu'on connaît le mot Anthony Barr. Y a-t-il un enseignant qui voudrait nous expliquer un peu, voilà, dites-nous, même en 2 mots. Excusez-moi, en attendant qu'on trouve quelqu'un qui va prendre la parole, j'ai eu écho aujourd'hui d'une réunion qui vient de se tenir, d'une formation qui vient de se tenir, qui a été organisée à Sainte-Marie par des inspecteurs pour les enseignants de Côte d'Ivoire. Mais tous les enseignants sont unanimes qui n'ont rien compris à la formation, ni le langage utilisé, ni les objets même qui ont été appris. Vous voyez ça? Ça, c'est un grave problème. On va réunir des gens, on va les sortir de leur classe, passer toute une journée ou 2 jours sur une question. Et moi, je les ai eus. Voici ce qu'ils m'ont dit. On n'a rien compris. Le français, ils sont venus parler, puis on est parti. Voilà ce qu'on m'a dit. Et ça, ça fait mal au cœur, vous ne pouvez pas savoir. Quand on sait que dans nos classes, nos enfants sont en situation d'échec. Donc voilà. Je te rassure, ça existe aussi en France, des formations, on sort, on n'a rien compris. Mais... D'accord, je crois qu'il y a une question dans le fond de la salle. Bonsoir monsieur, présentez-vous. Bonsoir, merci, c'est M. Diallo, prof de FLE. Je dirais, pour moi c'est le rôle des politiques, en fait, si vous voulez. La France, le ministère ne va pas faire ce travail à la place des autorités au niveau local. Et ce sujet, je me souviens, au Japon, on a eu le même débat à l'Institut français de Tokyo et aussi au lycée international français de Tokyo. Mais à ce niveau, la différence est la suivante. Les autorités sont impliquées et ensemble, ils essaient de contextualiser et de former les profs. Au niveau local, effectivement, comme vous avez planté le décor, j'ai eu à noter ces éléments. L'utilisation de la monnaie européenne dans les manuels de mathématiques niveau CE2. Également, 2 fois en 6e, il y a certaines œuvres qui présentent une vision beaucoup plus, disons, triste de l'Afrique. Et donc, pour moi, c'est le rôle de l'enseignant, certes, mais aussi de l'établissement. Mais au-delà, il faudrait que nos politiques s'impliquent activement, parce que c'est aussi ça le rôle d'un ministère. Merci. Merci. Réaction dans la salle relativement au propos de M. Diallo. On aimerait bien entendre les enseignants. Tiens, il y en a M. Sigal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous, posez-vous votre question ou faites-vous part de votre contribution, s'il vous plaît. Okay. Je suis Bakayoko Ibrahim, inspecteur d'enseignement préscolaire primaire. Je remercie vraiment les conférenciers pour la qualité de leur exposé et j'ai beaucoup appris. Je voudrais apporter une contribution. Je sais que récemment, on a eu des états généraux au niveau du ministère de l'Éducation nationale parce que nous sommes tous unanimes que
l'éducation en Côte d'Ivoire en termes d'apprentissage. Et ça fait beaucoup de questionnements parce qu'avec le dernier rapport au féminin, on a découvert que nos élèves ne savent pas lire et écrire. Donc c'est tout ceci qui a quand même emmené l'éducation nationale à organiser les états généraux. Donc je pense bien que certainement, comme il y a eu l'apport de toutes les couches sociales, je pense bien que les différentes préoccupations énoncées tout à l'heure par le professeur Lamartial a certainement trouvé une solution. Et je pense aussi que c'est déjà salutaire parce qu'on a récemment une ministre de l'Éducation nationale qui est universitaire, donc je pense certainement qu'elle connaît bien la réalité de l'école et la non prise en charge de certaines réalités. Donc je pense bien que cela va véritablement apporter beaucoup. Parce que nous attendons pourquoi cela, ça c'est une réalité. Voilà, donc j'ai aussi un instrument parce qu'aujourd'hui dans notre école, on se rend compte que, comme l'a dit le professeur, on apprend beaucoup de nos enseignants qui ne sont pas bien outillés, qui ne sont pas formés avec nos effectifs pléthoriques. J'ai fait 7 ans au lycée moderne de Mans, où nous avons plus de 120 élèves par classe. 120 élèves. Et on nous demande de faire 9 évaluations par trimestre. C'est-à-dire que 3 notes d'oral, 3 notes d'écrit, et puis 3 devoirs. Donc ça fait 9 notes par trimestre. Imaginez-vous un enseignant qui a au moins 5 ou 6 classes. Moi j'ai fait 7 ans, je n'ai jamais eu en dessous de 21 heures. Je n'ai jamais eu en dessous de 21 heures. Donc imaginez-vous 21 heures, ça fait possiblement 7 classes. Et cette classe, si je dois faire 9 notes par trimestre, imaginez-vous cela. Donc c'est vraiment pénible. Donc il y a beaucoup de problèmes auxquels notre système est véritablement confronté. Donc je pense que ces différentes contributions, ces conférences que nous sommes en train d'organiser, et avec vraiment l'évolution de l'éducation en Côte d'Ivoire, je pense que cela va véritablement impacter positivement. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, chers enseignants, quand on parle de contextualisation, on a souvent l'impression qu'il y a des zones de résistance. Est-ce parce que la contextualisation va vous demander de travailler, de faire plus d'heures supplémentaires? Parce que, voilà, on a des programmes, on a des valeurs qu'on aime bien suivre, parfois aveuglement. Du coup, aller contextualiser les enseignements, pourrait nous faire travailler un peu plus. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, que vous, Monsieur Dib, qui est formateur, enseignant au lycée international Jean-Mermoz, veut nous partager? Donc tu t'es dit que c'est qu'avec la provocation tu pourrais nous faire parler, c'est ça? Il y a peut-être cet élément-là, effectivement ça nécessite du temps, le projet qui a été mis en place à Mermoz le montre, ça a été compliqué, il a fallu se faire accompagner, mais je ne pense pas qu'il y ait que cet élément à prendre en compte. C'est-à-dire que nous avons bien sûr d'autres, les problématiques qui évoquées sur l'inspecteur précédemment ne sont pas du tout les mêmes. Ici, nous pouvons avoir des enseignants qui arrivent de France, ici, qui sont parfaitement formés à des techniques d'enseignement, et qui pourtant resteront hermétiques. Cette idée de contextualisation, ce n'est pas par un manque d'investissement, mais c'est peut-être simplement par un manque de connaissances à ce sujet. Ça veut dire que, comme on vient de le faire ici, comme l'a évoqué M. Cosel dans les formations, ça nécessite de voir dans quelle mesure un problème de contextualisation impacte les apprentissages de ses élèves. Et je pense que pour beaucoup d'enseignants, une fois en avoir pris conscience, alors il devient tout naturel, parce que les enseignants quand même souhaitent que leur enseignement soit efficace. Alors cette réflexion-là, elle peut véritablement s'inscrire, mais ça nécessite probablement une véritable prise de conscience. C'est vrai, par exemple, il y a des choses qui sont flagrantes, et qui, là, ne touchent même pas tous les enseignants, mais les saisons, les euros, c'est ce qui paraît peut-être le plus visible. Il y a des choses qui sont plus sournoises, ne serait-ce que, par exemple, sur les énoncés de problèmes mathématiques, où les termes employés empêchent l'élève de s'approprier véritablement le problème. J'ai moi-même travaillé tout à l'heure avec mes collègues sur des manuels de CM2 du programme ivoirien. Et il s'agissait d'une cérémonie, c'est nouveau, suite à un décès.
Et je me suis retrouvé en fait en grande difficulté, avec énormément de termes que je ne connaissais pas moi-même. Et j'ai posé naïvement la question, mais vos élèves, ils connaissent tous ces termes? Ben oui. Donc je me suis retrouvé moi-même dans l'effet inverse, avec un accès difficile à un texte parce que les termes m'étaient inconnus. En fait. Et donc vraiment, cette idée de formation est fondamentale. Pour terminer, si vous voulez, pour abonder dans le sens de ce qui a été dit, je voudrais juste partager ce témoignage qui, pour moi, a été assez marquant d'une formation que nous avons effectuée dans un établissement du Togo, un établissement togolais et un programme français. Et je me souviens de l'immense soulagement des enseignants à qui on parlait de la contextualisation et de la nécessité de ne pas laisser à l'entrée de l'école la culture des élèves qu'ils allaient avoir dans leur classe. Et c'était un mélange d'incompréhension, soulagement, et quelque part en disant mais on est couvert, ils sont d'accord, l'administration avec ça. Et on a vu que le chemin était en ordre. Merci à vous, M. Gilles Déziger. Monsieur le proviseur. Juste répondre à compléter. Souvent, nos enseignants, lorsqu'ils arrivent, ne sont pas du tout effectivement armés et à la prise de conscience, bien entendu. Et souvent, je pense qu'il faut faire appel, il y a une certaine formation et également la transmission de certains contenus, tout simplement de savoir. Le programme d'éducation morale et civique au lycée, le programme français, seconde liberté, première égalité et terminale fraternité. Avec ça, les enseignants se déroulent. Voilà. Liberté, égalité, fraternité. On fait quoi dans un lycée français ou Côte d'Ivoire? On a une idée, on essaie de travailler, on essaie de travailler une équipe d'histoire-géographie, d'interroger, d'invoquer ces notions à travers la pluralité. Par exemple, l'expression du droit opportunité, par exemple, en Côte d'Ivoire. Et là, les enseignants qui arrivent de France, qui arrivent d'autres pays, je ne connais pas. Ok. On trouve un conférencier. Et on essaye déjà de s'éduquer, par exemple, au droit portugais. Voilà, avec une conférence. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est un des leviers dont on dispose. Tu citais c'est là où lycée du fond, tu étais toi-même en difficulté. Bon, on ne peut pas tout connaître, bien entendu. Mais je pense que la prise de conscience, elle est là et elle doit déclencher de la part des enseignants, mais également des équipes de direction qui sont là, je le rappelle, pour faciliter, ouvrir et solliciter, je dirais, les intellectuels et les universitaires locaux, tout simplement. Merci à vous, monsieur le proviseur. Alors, il n'y a plus de questions. Nous avons donc. Il y a une dernière question, encore du grand Nicolas Route, pour les routes. Merci. Je suis le docteur Soro du Code normal supérieur. Je crois que la richesse de ces exposés faisait que je ne voulais pas parler, mais les échanges m'amènent à parler. Effectivement, il ne faut pas désespérer. Actuellement, nous sommes en train de revoir les maquettes, les curricula au niveau de l'école normale supérieure. On a commencé aujourd'hui et on finit demain. Et ensuite, à partir du lundi, on valide ces curricula avec des équipes, des experts qui viennent. Ça veut dire qu'on échange avec les autres. Donc, c'est pour cela que je voudrais dire qu'il ne faut pas être pessimiste. À l'ENS qui s'occupe de l'enseignement général, effectivement, la question de la contextualisation, elle est réelle et réaliste. Et aujourd'hui, on entre dans un cours par une situation. Et cette situation part d'un premier moment qui contextualise l'enseignement que nous allons donner. Et ensuite, cet enseignement on va aboutir à une circonstance. Ce qui va donner l'envie d'étudier telle ou telle leçon ou tel thème qui débouche sur la tâche. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, les choses ont progressé et c'est pour cela que je ne voudrais pas parler parce que tout l'itinéraire des communications
je me retrouvais et je vois que cette dynamique est déjà enclenchée au niveau de l'école normale supérieure. Et en plus de cela, aujourd'hui, on essaie de développer la pédagogie expérientielle, partir des expériences réelles pour enclencher un cours ou donner un cours. Donc je voudrais dire, ne désespérons pas, il y a un travail qui est en train de faire, mais c'est long. Il y a des contraintes et tout a été dit. Certains ont parlé de politique. Effectivement, l'enseignant est contraint par les programmes, ça a été dit par nos deux conférenciers, et aussi par le temps. Donc, du coup, son espace de liberté est réduit. Mais ces espaces sont en train d'être créés avec la révision des curricula et la dynamique des nouveaux cours où on a par la pédagogie expérientielle ou par les situations qui nous permettent de contextualiser nos enseignements. Donc c'est ce que je voudrais juste ajouter. Merci. Merci. Merci à vous, Dr Soro. Personne ne veut rentrer ce soir, c'est ça? Alors, en 2 secondes, dites-nous et on s'en va. Je suis Moudia Moussa, je m'intéresse aux questions de langue. Ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'on n'a pas encore compris à 100% que la question de l'école est une question de souveraineté et un peu une question aussi qui permet de se préparer pour la société que nous souhaitons avoir demain. Donc, on a de nombreuses raisons d'être optimistes, mais je crois que les efforts ne sont pas suffisamment coordonnés pour que l'impact soit à la hauteur de, je crois, ce que nous espérons. En tout cas, mon propos est basé sur ce qui se passe dans le système éducatif ivoirien, que je connais beaucoup mieux que le système français. Je donne un exemple très simple pour ne pas monopoliser la parole. On a eu les états généraux de l'éducation nationale. Les conclusions ont été remises au Premier ministre le 7 septembre passé. Et on entend de plus en plus qu'il y aura des assises de la culture. Bon. Chaque ministre a un mandat et essaie d'agir dans ce cadre-là. Pourquoi ne pas fusionner, n'avoir pas fusionné ces deux activités-là pour que le capital qu'on a au niveau de la culture locale sera une façon de stabiliser les industries culturelles entre autres et capitaliser ça automatiquement au niveau de l'éducation nationale. D'autant plus que c'est peut-être les mêmes autorités qui se connaissent effectivement. Je crois que l'école est une question de souveraineté et c'est tout d'abord que c'est absolument... je n'imagine même pas l'inverse se produire en France. Quelle que soit la fascination qu'on peut avoir pour d'autres cultures, mais j'imagine très mal que dans certaines sociétés, on puisse même pas parler, même si on se retrouve, la preuve, on se retrouve à des milliers de kilomètres de la France, mais on continue avec notre vision du monde parce que c'est à ça qu'on tient. Je crois que pour notre part, on n'a pas encore suffisamment harmonisé nos forces pour aller dans cette dynamique. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, donc l'intervention du Dr Doumbia marque la fin de la conférence.